Bonjour à tous et merci de nous retrouver chaque semaine dans Pour tout vous dire. Il y a un secteur particulièrement affecté par la pandémie actuelle, c'est celui du transport aérien. Avec les restrictions imposées sur les voyages pour tenter de freiner la propagation du virus, le nombre de passagers des compagnies aériennes a chuté de plus de 60% en 2020 et les perspectives à court terme restent sombres. Aujourd'hui dans cette émission, nous allons revenir sur cette situation, mais nous allons aussi essayer d'envisager ce que pourrait être l'avenir du secteur et du voyage en général, mais aussi d'entrevoir ce que pourrait être l'avion du futur. Autour de moi pour en parler, deux experts qui maîtrisent le sujet sur le bout des doigts. Il s'agit de Jean-Louis Barou et de Xavier Titelman, que je vais vous présenter plus en détail dans un instant. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, nous aurons le privilège de recevoir Raphaël Donjean, qui va nous raconter l'aventure extraordinaire de Solar Stratos, l'avion à énergie solaire qui vole dans la stratosphère. Bonjour à tous les deux, Jean-Louis Barou et Xavier Titelman. Bonjour. Je vous présente tout de suite à nos téléspectateurs. Xavier Titelman, vous êtes un ancien aviateur militaire, spécialiste de la sécurité aérienne. Vous êtes passionné par l'innovation et la transformation écologique de l'aviation. Et depuis 8 ans, vous conseillez de grandes entreprises de l'aéronautique sur leur transition écologique. Vous avez aussi lancé en 2019 votre chaîne YouTube, dans laquelle vous partagez vos aventures aéronautiques et qui totalise déjà plus de 10 millions de vues. C'est bien ça? C'est ça. Et vous, Jean-Louis Barou, vous êtes président du premier réseau mondial de représentation de compagnies aériennes et créateur d'APG World Connect, un forum qui réunit tous les ans dirigeants de compagnies aériennes et fournisseurs de services du transport aérien. Et vous êtes aussi l'auteur de plusieurs essais sur le sujet, dont Compagnies aériennes, la faillite du modèle et transport aérien, une profession au bord de la crise de nerfs, ce qui nous amène directement à notre sujet d'aujourd'hui. Le trafic mondial de passagers s'est effondré donc de 66% en 2020. Cela a été annoncé par l'Association internationale du transport aérien début février. Il s'agit du plus grand choc que le secteur ait jamais vécu. Pouvez-vous nous donner quelques précisions sur la situation actuelle? Jean-Louis Barou, pour commencer. Ça va très mal, et aucun doute. Et dans les 66%, il y a quand même tout le trafic domestique chinois qui continue à tourner à 80-90%. Voilà, qui lui va très bien. Ça veut dire que tout le trafic international s'est totalement effondré. Pour les grandes compagnies internationales comme Air France ou comme les grandes compagnies européennes, la chute est beaucoup plus brutale. C'est du 80-85% de chute. Donc ça va très très mal. Vous voulez ajouter quelque chose? Et là, on parle qu'en nombre de passagers, mais en réalité, si on regarde le chiffre d'affaires, les vols courts sont ceux qui ont été les plus résilients et donc les plus longs avec le business, avec tout ce qui rapporte, parce qu'en réalité, les compagnies, les legacies, comme on les appelle, gagnent quasiment plus d'argent sur les vols courts, moyens courriers, mais elles en gagnent beaucoup sur le long courrier. Le long courrier a disparu, donc effectivement, il y a une baisse de 80% en nombre de passagers, mais encore plus forte si on regarde le chiffre d'affaires. Alors, les restrictions de circulation des avions ne cessent de se renforcer dans certains pays face à l'arrivée de nouveaux variants du virus. Désormais, en France, il est impossible de prendre l'avion, sauf pour motif impérieux, et le trafic aérien s'en trouve très diminué. Je vous propose un point sur la situation dans le reportage qui va suivre, que nous sommes allés tourner à l'aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle. Nouveau serrage de vis sanitaire dans le transport aérien français. Des mesures encore plus restrictives ont été mises en place depuis le 31 janvier contre le Covid-19. Les voyages en provenance et à destination de la France et en dehors de l'Union européenne sont désormais interdits sauf pour motif impérieux et il faut une attestation de déplacement pour voyager entre l'Hexagone et un pays extérieur de l'UE. Pour les personnes ayant voyagé à partir d'un pays de l'UE, un test PCR négatif de moins de 72 heures est nécessaire pour l'embarquement. Des mesures qui fonctionnent bien, d'après le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, en visite à Roissy-Charles de Gaulle, qui se félicite de leur impact, mesuré par les refus d'embarquement pour défaut de motifs impérieux. Les chiffres baissent
jour après jour, ce qui montre que les contrôles ont été très stricts au départ et que petit à petit, notamment les voyageurs qui doivent se rendre à l'étranger disposent des bons motifs. Et puis les choses fonctionnent aussi bien du côté arrivée, puisque là aussi les dispositifs ont été renforcés. Il y a une très bonne synergie entre les effectifs de la police aux frontières et l'action concertée des agents de l'aéroport et évidemment des compagnies aériennes. Mais les conséquences sont lourdes. Le secteur aérien, qui misait sur un rebond du trafic en fin d'année, a vu ses espoirs anéantis par ces nouvelles mesures. Et pour les usagers, c'est le casse-tête. Comme je suis résidente à Dubaï, donc par le PCR et donc l'autorisation de repartir à Dubaï, il m'a fallu un permis de Dubaï pour pouvoir repartir aussi. Mais sinon, dans ce sens-là, c'est beaucoup plus facile. Et il a fallu que je fasse au bout de 7 jours donc un test ici, après donc rester à la maison pendant 7 jours. Voilà, donc ça complique un petit peu tout et on comprend aussi ce qui se passe, donc voilà. Malgré la chute du trafic aérien, les aéroports parisiens représentent encore environ 1 million de passagers par mois. Un chiffre qui montre l'importance de leur possible impact sur la circulation de l'épidémie et des nouveaux variants. Alors, pour parler de notre compagnie nationale Air France, la situation est critique. Malgré un prêt garanti par l'État de 4 milliards d'euros, un prêt public direct de 3 milliards supplémentaires, un plan de 7 700 suppressions de postes et la fermeture de certaines liaisons non rentables, elle continue de perdre environ 10 millions d'euros par jour. Est-ce que même Air France est en danger, Xavier Titelman ? Alors, Air France a la chance d'avoir un État qui la soutient et qui va l'aider. Peut-être qu'il y a des augmentations de capital, donc ça pose des questions sur l'équilibre des participations qu'il y a derrière. Air France n'est même pas la pire en Europe. Si vous regardez British Airways ou Lufthansa, la situation est encore plus dramatique. La France a la chance d'avoir un marché domestique qui est important. Donc ça continue parce que c'est ce qui est le plus résilient. Vous avez le marché vers les Outre-mer, c'est-à-dire que même du vol long courrier a continué à exister. Et la chute, c'est peut-être moins 60% pour Air France, c'est plutôt au moins 80% pour Lufthansa. Donc Air France, comme toutes les compagnies du monde, sont excessivement fragilisées. Elles peuvent disparaître pour certaines. Il y aura peut-être des faillites organisées, même de très grands groupes. Peut-être Lufthansa pourrait organiser sa faillite. Il l'avait déjà évoqué l'année dernière. Maintenant, je pense objectivement qu'on est sur une situation où l'aviation est tellement indispensable d'un point de vue économique, stratégique, logistique, comment est-ce qu'on va acheminer les vaccins, que ces compagnies ne peuvent pas disparaître parce qu'aujourd'hui, elles sont indispensables. Comment voyez-vous les choses, Jean-Louis Barrault ? À vrai dire, le scénario futur, c'est probablement la nationalisation, au moins momentanée, des grands groupes. C'est le cas de Lufthansa. Et Lufthansa ne voulait pas voir l'État fédéral allemand dans son capital. Il était obligé de l'accepter. Ça va être le cas de British Airways, ça va être le cas des grands groupes. Parce que, comme vous le disiez, les États ne peuvent pas se permettre de ne pas avoir de grandes compagnies aériennes. C'est même pas pensable. Bien sûr. Et donc, ils seront prêts à faire tous les efforts financiers pour cela. Alors, en admettant qu'un vaccin permette de juguler l'épidémie, on estime qu'il faudrait attendre 2023 pour que les voyages privés reprennent à plein régime, 2024 s'agissant des déplacements d'affaires. Et je sais que pour vous, Xavier Titelman, vous prévoyez plutôt ça pour 2027. Alors, 2023-2024, c'est la moyenne mondiale. Mais comme vous l'avez dit, en fait, la Chine est déjà en 2021 en croissance par rapport à 2019. Donc, entre la Chine qui est en forte croissance et l'Europe qui va mettre beaucoup de temps à se rétablir, effectivement, les zones très matures, et c'est ce qu'on a vu avec les crises précédentes, en 2008, avec la crise des Lehman Brothers, il avait fallu attendre 7 ans pour que les États-Unis reviennent à leur niveau de trafic d'avant-crise. Donc, une crise aérienne détruit beaucoup de potentiel. Les gens arrêtent de voyager, font des économies. Et puis ensuite, progressivement, ça revient. Avec en plus, ça a une particularité, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs composants dans le trafic, mais les gens qui ont de la famille à l'étranger, ils vont revoler dès cette année, dès l'année prochaine. Les touristes vont revenir au bout de 4 ou 5 ans, probablement peut-être un petit peu avant vers certaines destinations. Mais les professionnels, il y a peut-être une vraie évolution du besoin de transport. Et ça, c'est quelque chose de structurellement différent, puisque ce sont aussi les personnes qui vont dépenser le plus dans leur voyage, et donc la grosse vache à lait pour les compagnies aériennes. Alors, on parle là d'un retour à la normale, mais est-ce que c'est vraiment envisageable d'après vous ? On sait que le trafic domestique est donc revenu à son niveau d'avant la crise en Chine, mais est-ce que d'après vous, le niveau d'avant 2019 pourrait être retrouvé ? D'abord, je pense qu'on n'en sait rien du tout. Je pense qu'il y a une chose que l'on ne connaît pas, ça va être le comportement des clients. Est-ce que les clients vont se précipiter dans les avions lorsqu'on pourra le faire, lorsqu'il y aura un passeport sanitaire, parce qu'il faudra bien passer par là.
il faudrait bien un justificatif en du projet, fait je qu'on crois, ne va hein. pas polluer. En Suède, déjà, ça a été mis en Suède, place. mais tous les pays devront y venir. Quand vous vous déplacez à l'étranger, vous avez votre passeport administratif. Eh ben, vous aurez un passeport sanitaire. Il n'y a rien de choquant là-dedans. Donc, on ne sait pas à quelle vitesse les clients vont revenir. Comment est-ce qu'ils auront confiance suffisamment dans le transport aérien? Est-ce que les pays d'accueil auront suffisamment confiance dans le passeport qui sera présenté? On peut imaginer que chaque pays, parce que les gens se sont repliés sur eux-mêmes, chaque pays va développer son propre système de passeport, ce qui est une stupidité, mais ça va se faire. On peut espérer que chaque pays fera reconnaître son passeport sanitaire aux autres pays. Ça va faire beaucoup de travail d'ailleurs pour les ambassades, ça va les occuper pendant un bon bout de temps. Une fois que ça sera fait, et à quelle vitesse ça peut se faire, on n'en sait rien, mais je pense que le trafic va reprendre à ce moment-là. Mais encore faudra-t-il reconquérir le public, c'est ce que vous me disiez en préparant l'émission. Oui, je pense que la vraie difficulté, ça va être de reconquérir le public. Et puis pour les compagnies aériennes, il y aura une autre difficulté, c'est la remise à niveau de tout le système opérationnel. Le système opérationnel est à l'arrêt pour l'instant, enfin, en grande majorité. Les pilotes, la moitié des pilotes ne volent pas, il va falloir les requalifier. Tout ça, ça va prendre un peu de temps et surtout beaucoup d'argent. Et puis il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi dans les pratiques, notamment on peut faire des conférences, on s'en est rendu compte, avec des centaines de personnes, ça fonctionne très bien. On peut anticiper donc un impact sur les voyages d'affaires. Alors, il y a quand même des études qui montrent que le relationnel est important. Dans des formations, il y a une chose, dans des conférences, il y a quelque chose, mais il y a tout ce qui est autour, les relations humaines, le fait de se rencontrer, d'échanger une carte de visite. Écouter une personne qui parle à 100 auditeurs, c'est pas la même chose que d'être dans une salle et de pouvoir échanger derrière. Donc je crois pas du tout à la disparition. Certaines études disent qu'il y a peut-être 6 à 10% de réduction des déplacements professionnels, probablement parce qu'il y a la signature électronique des contrats qui est possible avec valeur juridique, alors que ce n'était pas le cas avant. Certainement que certains déplacements ne seront plus indispensables, effectivement, quand c'était simplement des réunions. Mais ce n'est pas quelque chose qui va être massif. La majorité des déplacements professionnels vont rester nécessaires dans le monde de demain. Et puis, oui, vous savez, les visioconférences, ça existe depuis très longtemps. Et quand les visioconférences ont commencé, tout le monde a dit « Ah, ben tiens, ça va manger le trafic à faire ». Il s'est passé l'inverse. Et plus il y a de visioconférences, plus les gens ont besoin de se rencontrer. Il n'y a jamais eu autant de conférences physiques que depuis qu'il y a des visioconférences. Et puis, vous ne faites pas un closing d'un business en visioconférence. C'est pas vrai. Bien sûr. Par contre, c'est quand même une économie. Surtout, plus les contrats sont importants, plus il faut se mettre face à face. Et je crois que les gens vont se précipiter dessus parce qu'il y a plein de contrats qui n'ont pas été signés et qui méritent d'être signés. Et donc, il y a une urgence à ce que ça se remette en route. Il y a même un petit élément qui est intéressant aux États-Unis. Ils ont des indicateurs avancés qui montrent que le télétravail permet à certaines personnes, au lieu d'habiter à une demi-heure de leur travail, d'aller vivre à 2 heures d'avion. Ils vont aller vivre en Tunisie et puis, au lieu de venir 2-3 fois par semaine à la Défense, ils vont aller 1 ou 2 fois par mois en avion. Du coup, parfois, le télétravail fait aussi que certaines personnes vont devoir plus prendre l'avion que par le passé. C'est ça. Donc un changement finalement global des modes de vie. C'est difficile à mesurer pour l'instant. Difficile à mesurer pour l'instant. Au-delà du transport aérien, la crise actuelle a des répercussions sur le secteur aéronautique dans son ensemble. Quelles sont les répercussions de la chute du trafic sur le secteur, un secteur très important pour l'Europe? Alors, Xavier Titelman. Évidemment, il y a des plans d'économie qui sont très très importants, qui sont mis en œuvre. Alors ça passe par des licenciements, ça passe de l'amélioration, de l'optimisation des opérations aériennes. Je travaille beaucoup dans ce domaine-là. Et puis il y a certains pays qui ont imposé également une amélioration de l'efficacité énergétique des compagnies aériennes. C'est le cas par exemple en Autriche et notamment en France. Et là, il y a une vraie transformation, il y a une accélération de cette transformation écologique du secteur. C'est une très bonne chose. Et moi, mon souhait, c'est évidemment que toutes les compagnies du monde suivent les bonnes pratiques qui sont appliquées notamment en France. Alors le secteur aérien, justement, doit aussi faire face à une méfiance qui s'est mise en place avec l'activisme autour des émissions des avions. Le hashtag Flixcam, que vous connaissez probablement, est apparu sur Twitter en 2017, je crois. Et c'est un phénomène qui s'est amplifié depuis. Quelles répercussions la honte de prendre l'avion, comme on le traduit en bon français, a-t-elle eu? D'abord, c'est totalement injuste. Oui, alors... Ce qui se passe, il faut quand même protester contre cette affaire-là. Vous parlez d'injustice par rapport à la quantité d'émissions des avions, c'est ça? Cette idée de se focaliser la pollution mondiale
sur le transport aérien. C'est parfaitement, totalement injuste parce que le secteur aérien est probablement celui qui a fait le plus d'efforts sur le plan écologique et qui continue à en faire et qui a des programmes extrêmement importants pour en faire. Alors, le secteur aérien, c'est 2 à 3% des émissions de CO2. On dit que c'est 1,7. 1,7. Vous êtes d'accord sur ce chiffre? D'abord, les chiffres, on ne les connaît pas vraiment. Tous les gaz à effet de serre. Des gaz à effet de serre. Si on prend que le CO2, c'est autour de 2,2, entre 2,4. Si on prend que les émissions directes, 915 millions de tonnes. Ou si on intègre également la production du carburant et tout le reste. D'accord. On connaît les chiffres avec précision, mais c'est vrai qu'en fonction du dénominateur, forcément, on ne tombe pas sur les mêmes proportions. Mais donc, il y a une injustice dans la Oui, perception. il y a une injustice totale. Et je trouve que les gens se sont engouffrés dans cette injustice, y compris les gouvernants, y compris le gouvernement français. Vous voyez, c'est quelque chose de très curieux. Le gouvernement français va aider Air France de façon assez massive, probablement encore plus que ce qui a été fait, mais en échange, je vais vous dire, je vous interdis de faire des dessertes, par exemple, entre Bordeaux et Orly. Et puis, vous avez Madame Pompili, la ministre, il dit, non mais prenez donc le train, c'est pareil, parce qu'il y a une interconnexion entre la gare de Massy et Orly. Est-ce qu'elle a fait le trajet ? Est-ce que vous avez essayé, avec une valise, de faire de la gare de Massy à l'aéroport d'Orly? C'est simplement impossible. Il y a un minimum de 50 minutes et vous avez de rupture de charge. Enfin, c'est idiot. Donc, il ne faut pas raconter des mensonges aux uns et aux autres. Et il faut surtout, si le transport aérien est moins efficace que le transport terrestre, c'est le transport terrestre qui va gagner. Les clients iront manifestement au transport aérien. Je trouve insupportable l'idée qu'on réglemente l'accès au public vis-à-vis du transport aérien par les gouvernements. Je trouve que c'est insupportable. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Disons que l'avion existe parce qu'il est efficace, parce qu'il est moins cher, parce qu'il est plus rapide. Et quand vous avez 500 000 personnes par an qui choisissent de faire Paris-Bordeaux ou Bordeaux-Paris en avion, c'est effectivement que c'est plus efficace. D'un point de vue purement CO2, c'est comparable à un trajet en voiture. Et aujourd'hui, si vous prenez un avion qui va aller, je sais pas, vous allez en vacances en Grèce, on consomme à peu près 2 litres au 100 par passager. Donc c'est des chiffres qui sont tout à fait acceptables. Et c'est vrai que comme il y a 200 personnes dans l'avion, on dit du long, il a consommé plusieurs tonnes. Mais ramener à l'individu, et si on faisait ce trajet d'une autre manière, ce ne serait pas forcément plus efficace. Alors, il y a la vraie question. Quand on va du centre-ville au centre-ville, je pense qu'il y a peu de personnes qui prennent l'avion, s'ils habitent le centre de Paris, qui vont au centre de Bordeaux. Et personnellement, je travaille dans le secteur aérien. Quand je vais à Bordeaux, je vais à l'aéroport. J'habite plus proche d'Orly que de la gare Montparnasse, donc forcément, je prends l'avion parce que c'est moins cher et que c'est plus rapide. Si le choix était différent, si c'était beaucoup plus cher, si c'était pas efficace, je pense que l'avion aurait déjà été abandonné sur les lignes intérieures. Mais aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Alors justement, c'est l'idée de l'avion propre est une idée qui fait son chemin pour se conformer aux objectifs écologiques du secteur aérien. L'idée, d'ici une quinzaine d'années, c'est de proposer un avion zéro émission. Et plusieurs pistes sont déjà étudiées, notamment des avions hybrides avec une part de propulsion électrique, des biocarburants ou des carburants synthétiques. Xavier Titelman, vous qui conseillez justement les entreprises, c'est votre sujet. Il y a des excellents élèves. Air France a réussi à augmenter de 30% son trafic tout en réduisant de 5% ses émissions nettes de CO2. Et ensuite, on peut faire de la compensation, on peut faire plein de choses. En optimisant les opérations aériennes, on peut réduire de 20% les émissions de CO2 du secteur actuel d'ici la fin de la décennie, en optimisant, en faisant des vols plus directs plutôt que de faire des trajets un petit peu en ligne, avec des trajectoires qui ne sont pas forcément optimales. En optimisant grâce au big data, on peut gagner 5% tout de suite dans 80% des compagnies aériennes du monde, 5% de réduction des émissions tout de suite. Et ça, c'est malheureusement quelque chose qui n'est pas encore mis en œuvre. Ensuite, on rajoute les carburants alternatifs qui sont vraiment optimaux, c'est-à-dire qu'on n'est pas comme sur la voiture avec du biodiesel qui est avec de l'huile de palme ou avec de l'huile de colza. Le carburant alternatif des avions, c'est réellement quelque chose qui n'est pas en concurrence avec la nature ni avec la nourriture. Et on est avec du jus de poubelle, on récupère des huiles de friture, on en fait 30 000 tonnes de carburant par an, déjà en France aujourd'hui. Et donc ensuite, il y a les petits avions électriques qui commencent à arriver, je pense qu'on va en parler dans la deuxième partie de l'émission. Certainement. Et ça commence déjà avec les petits appareils. Dès cette année, notamment en Amérique du Nord, on va commencer à avoir des appareils qui vont faire des vols commerciaux 100% électriques. C'est des petits avions de petite taille, 4 à 6 sièges, mais progressivement, on va être de plus en plus gros. Et effectivement, il y a cet horizon 2035 de pouvoir proposer un avion à hydrogène. Mais il ne faut pas croire que le secteur reste statique d'ici là. Il y a beaucoup d'améliorations par les opérations et par les techniques qui vont avoir lieu. Et en 2035, effectivement,
Je pense qu'on va y arriver, parce qu'on met les moyens sur la table pour pouvoir y arriver, mais ça va être une vraie révolution, parce que là, ne se posera plus la question de quel moyen est le plus efficace. Entre la voiture, le train, où il faut construire des infrastructures, et l'avion, effectivement, l'avion sera forcément le plus écolo. Et puis, il faudra probablement repenser toute l'organisation du contrôle aérien en Europe. On a un contrôle aérien qui est totalement atomisé, des routes aériennes qui sont un peu aberrantes. Oui. En 2035, il est prévu de réussir à homogénéiser l'espace aérien européen. Pourquoi pas avant 2035 ? Parce qu'il y a les administrations qui freinent. Mais en réalité, si on optimisait juste le trafic aérien, c'est demain 10% de réduction des émissions de CO2 sur l'Europe, sans changer les avions, juste en pouvant faire des lignes droites et en perdant moins de temps sur un trafic qui n'est pas optimisé. On peut gagner à peu près 8 minutes de temps de vol en moyenne. Alors avant la crise sanitaire, un doublement du trafic était annoncé sur 10 ans. Ces perspectives sont-elles toujours envisageables aujourd'hui, d'après vous, avec peut-être un décalage dans le temps dû à la crise ? Jean-Louis Barraud. Je pense qu'on on le sait pas vraiment. Ce que l'on sait, c'est que le transport aérien, de toute façon, il allait dans le mur. Avec une croissance de 5% par an, sur des volumes de plus en plus importants. Il faut quand même avoir une croissance de 5% par an lorsque vous faites déjà 4,5 milliards de passagers. C'est tout à fait différent quand on fait 5% sur 1 milliard de passagers. C'est très différent. Donc, je crois que le transport aérien allait directement au-devant de très, très grandes difficultés. Alors, il a pris la crise en pleine figure au moment où il était en pleine croissance. Donc, c'est un choc considérable. Et je pense que tous les opérateurs de transport aérien, que ce soit les régulateurs, que ce soit les compagnies aériennes, ou même les clients, sont en train de repenser leur relation au transport aérien. Je serais surpris qu'on reparte avec les mêmes taux de croissance. Ça sera probablement un peu plus faible. Et peut-être, et sans doute, le transport aérien coûtera plus cher qu'il ne coûtait avant. Il redeviendrait un produit de luxe. Une course effrénée à la baisse des prix. Enfin, c'est complètement idiot d'avoir... Moi, j'ai vu des prix entre Beauvais et Bergamo à 7 €. C'est idiot. Ça n'a pas de sens. J'ai vu des compagnies aériennes faire de la pub à la radio, payer de la pub à la radio pour dire Paris-New York, 435 €. C'est idiot. Ça paye le carburant jusqu'en Irlande. Donc il faut arrêter cette affaire-là. Ça va s'arrêter. Et ça coûtera un peu plus cher. Et puis dans le fond, le transport aérien, ça ne portera pas plus mal. Un petit mot pour finir, Xavier Vittelman. C'est peut-être notre seul point de désaccord. Le modèle low cost est celui qui est le plus rentable, partout dans le monde. Et vendre des billets à 39 € comme c'est la moyenne chez Ryanair, ils font entre 10, 15, 20% de marge, quand des grands groupes Air France ont du mal à faire 3, 5, 7%, Lufthansa et les autres. Donc le modèle low cost est en train de s'installer. Et effectivement, la seule marge de croissance pour les grands groupes qui n'avaient pas de secteur low cost, c'est Germanwings, c'est Transavia, et tous les groupes en fait sont en train de développer ce secteur-là parce que c'est le plus efficace. Donc en tout cas pour le moyen courrier, pour le vol de courte distance, je vous rejoins sur il y a une forte croissance. Je veux dire, le moyen courrier, le low cost a gagné le moyen courrier. Il n'a pas fini sa croissance. Et il n'a peut-être pas fini sa croissance. Le long courrier, c'est un petit peu différent. En fait, il y a deux secteurs très efficaces, le low cost et la business. Donc certainement que le monde va se séparer en deux grandes catégories. Vous regardez la compagnie qui fait un avion 100% business sur l'Atlantique Nord, qui est super efficace. Et il y a des projets comme ça qui sont en train de se développer partout, entre le Canada et la Grande-Bretagne. Donc peut-être un développement du business et un développement du low cost de plus en plus massif dans les deux domaines. En tout cas, il y a une certitude, c'est qu'aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui nous montre que les millennials, qui sont les premiers à dire il faut qu'on arrête de polluer, sont les premiers qui veulent reprendre l'avion dès que ce sera possible et pour aller très loin. Donc la réalité, c'est qu'à mon avis, les gens vont recommencer à voyager. Il y a un besoin d'aviation qui est clairement évident dans les pays à forte croissance, parce qu'ils sont en rattrapage sur nos habitudes. La croissance, ce sera faible chez nous. La croissance sera certainement plus faible dans les années qui viennent, peut-être qu'on sera autour de 3% au lieu de 5%, mais beaucoup d'industries seraient heureuses d'être à 3%. Et en tout cas, dans les pays comme la Chine, comme l'Indonésie, etc., le Vietnam, ils vont être toujours à 6-8% de croissance. Alors, tous les avions ne sont pas cloués au sol. Certains même tentent de repousser les limites tout en exploitant
le potentiel de l'énergie solaire. Solar Stratos est une mission aéronautique qui a pour objectif d'atteindre pour la première fois la stratosphère avec un avion solaire habité. Pour en parler, nous accueillons maintenant Raphaël Donjean, fondateur et pilote du projet Solar Stratos. Bonjour Raphaël Donjean, merci d'être venu de Suisse. Bonjour. Pour participer à cette émission. En 2012, vous avez réalisé un tour du monde à bord d'un catamaran fonctionnant lui aussi grâce à l'énergie du soleil. Et c'est pendant cette traversée que vous avez imaginé Solar Stratos, le premier avion commercial solaire biplace de l'histoire et le premier avion solaire avec pilote à pénétrer la stratosphère. Alors c'était un rêve et aujourd'hui Solar Stratos est une entreprise qui compte une quinzaine de personnes, des ingénieurs en aéronautique, des pilotes, des spécialistes en électricité, en électronique. Pouvez-vous revenir sur ce projet un peu fou ? L'objectif, voilà, c'était d'ailleurs pas un rêve, c'était quasiment un fantasme. Je traversais le Pacifique à bord de planètes solaires. On était entre les Galapagos et les Marquises. Et voilà, moi, j'avais le quart de nuit, il faisait vraiment la tête dans les étoiles. La Voie lactée était extrêmement lumineuse. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus fou que le premier tour du monde à l'énergie solaire ? Et c'est là que j'ai eu cette idée de tenter de rejoindre, on ne l'a pas encore fait, de tenter de rejoindre la stratosphère, d'aller voir la courbure de la Terre avec un avion solaire. C'est le vol d'Icare, c'est le rêve d'Icare qu'on espère réaliser 4000 ans plus tard. Alors, avant de poursuivre, je vous propose de regarder tout de suite quelques images. En 2019, il a fallu d'abord surmonter une première difficulté. Il a fallu trouver des montants assez importants pour pouvoir lancer la construction des nouvelles ailes. Ça a pris un peu de temps. On a un nouveau pilote d'essai, Miguel, qui est un des pilotes d'essai de Perlan, le projet de planeur américain, qui a été dans la stratosphère et qui a beaucoup d'expérience dans les vols de très haute altitude. On a aussi organisé un événement pour les membres de notre club avec Chaidou, qui est un marcheur lunaire, et on l'a emmené faire de la gravité lunaire. Il n'en avait plus fait depuis son séjour sur la Lune. Ça, c'était aussi une aventure incroyable. 2020, le but, c'est de voler à nouveau. Les premiers records, donc les 10 000 mètres, et puis d'améliorer vraiment les performances de l'avion, faire les premiers vols à deux, et puis de commencer à préparer le vol stratosphérique et de voir comment maintenant on va intégrer la commande spatiale, le train rentrant. On a beaucoup de travail qui nous attend. On a trouvé l'endroit où on ira faire le vol stratosphérique, et tout ça, c'est extrêmement positif et on se réjouit. Donc ça, c'était en 2019. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? On en est où aujourd'hui de Solar Stratos, Raphaël Donjean ? Aujourd'hui, en 2020, malgré les difficultés qu'on a dû surmonter entre les ailes puis la pandémie, on a quand même pu faire une vingtaine de vols. Et puis, j'ai pu voler l'avion, mais surtout, on a réalisé 2 premières mondiales. J'ai sauté depuis mon avion, depuis Solar Stratos. Donc, c'est le premier vol, le premier saut, la première chute libre solaire et le premier saut en parachute depuis un avion électrique. C'était 2 premières qui étaient assez sympas et qui montrent aussi aux jeunes, et c'est important avec ce projet. Ce qu'on veut, c'est pouvoir montrer aux jeunes d'aujourd'hui et de demain qu'on pourra toujours voler, que l'aviation sera toujours fait rêver, on pourra toujours faire des choses qui peuvent paraître inutiles, comme le parachutisme, mais on le fera en préservant la planète, en n'émettant pas de gaz à effet de serre et en faisant très peu de bruit. Jean-Louis Barrault, Elisabeth Titelman, vous voulez réagir ? Je sais que c'est un projet qui vous intéresse beaucoup, tous les deux. Je pense que c'est lorsque les frères Wright ont fait 1,5 km, personne ne croyait à l'avenir de l'aviation. Et puis 50 ans après, on traversait l'Atlantique avec des jets. Donc je pense que l'idée de cet avion solaire électrique, je trouve que c'est une aventure absolument formidable et qui est absolument nécessaire au transport aérien. Vraiment, bravo.
Non, mais très clairement, on est sur l'innovation ultime, de rupture, passionnante. Il faut que ça réussisse et ça va réussir. Et en fait, le fait que ça soit un succès sur des petits appareils, ça va être ensuite visible sur des plus gros avions. Puis petit à petit, c'est des choses qu'on verra dans 15 ans, 20 ans. Mais les innovations que tu es en train de développer en tant qu'ingénieur sur cet avion, c'est extraordinaire parce qu'on sait que ça va arriver sur les Airbus et les Boeing de demain. Donc il faut continuer. Bravo. L'objectif de Solar Stratos, c'est donc d'atteindre la stratosphère à plus de 18 000 mètres, une altitude jamais atteinte avec un avion à propulsion classique. Quels sont les enjeux d'un vol stratosphérique ? En fait, l'intérêt, c'est d'aller dans la stratosphère, donc d'aller en dessus de l'atmosphère, pour démontrer que souvent on pense que l'énergie solaire, ça fonctionne moins bien que les énergies fossiles, c'est moins efficace. Or, lorsqu'on monte avec un avion qui fonctionne au fioul en altitude, vu qu'il y a moins d'oxygène et qu'il faut de l'oxygène pour le moteur à combustion, le rendement du moteur baisse. Or, avec un avion électrique et solaire, il n'y a pas de perte de performance et surtout plus on monte et plus on reçoit d'énergie du soleil. Donc c'est vraiment l'intérêt, c'est de faire rêver les gens, de montrer qu'on peut faire des choses extraordinaires qui paraissent impossibles grâce à l'énergie solaire. Comme on doit le faire dans notre société, on doit faire une transition, on doit arrêter de brûler ces 300 tonnes de produits fossiles par seconde. Donc on doit changer, ça peut paraître difficile, ça peut paraître impossible et c'est ça qu'on veut essayer de faire. Montrer qu'on peut réaliser l'impossible avec un avion solaire pour montrer à notre société qu'elle peut aussi changer. Et puis il y a un volet scientifique également dans cette mission, puisque Solar Stratos doit permettre d'étudier aussi la stratosphère et d'y effectuer des mesures pour mieux le comprendre. Oui, tout à fait. Donc, on a par exemple un partenariat avec l'ONERA, donc l'Institut de recherche aérospatiale en France, donc qui nous soutiennent dans notre démarche. Et en contrepartie, on va embarquer des charges utiles pour l'ONERA pour faire des mesures dans la stratosphère. C'est une zone qui est effectivement peu connue, qu'en général, ce sont des ballons-sondes qui la traversent de manière verticale, donc il y a moins de connaissances dans l'horizontalité de la stratosphère. Ça va nous permettre de faire un certain nombre de mesures. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est typiquement une mesure importante. La température dans la stratosphère, si elle diminue, ça veut dire qu'en fin de compte, la Terre se réchauffe et que c'est dû à nos activités et pas à l'activité solaire. Donc il y a un intérêt aussi pour les scientifiques, pour les climatologues, à aller faire des mesures dans la stratosphère. Et ça permettra aussi effectivement de valider quelques concepts technologiques qui pourront être utilisés dans quelques années à plus grande échelle. Ça fait partie aussi des alternatives au kérosène, d'après vous ? Bien sûr, ce qu'on essaie de développer, c'est l'aviation électrique. Il faut savoir qu'un avion électrique, par rapport à un avion qui fonctionne au fioul, il est 3 fois plus efficace. Il va consommer 3 fois moins d'énergie brute parce que le rendement du moteur est beaucoup plus important. Donc ça, bien sûr, c'est quelque chose d'important. Et on développe des technologies qui seront, où on participe, on va dire, avec des scientifiques, avec des entrepreneurs, avec des industriels. Par exemple, on travaille sur une encapsulation des cellules qui permet de faire dévier la lumière du soleil entre les cellules, là où il n'y a pas d'efficacité, pour les amener sur les cellules et donc augmenter le rendement, non pas de la cellule, mais des modules solaires. Donc ça, pour nous, ça va nous permettre de gagner quelques pourcents. Mais si on arrive à faire ça, à l'appliquer ici dans l'industrie des panneaux solaires ici sur Terre, c'est aussi quelques pourcents de gagner. Donc il y a un intérêt aussi pour finalement des technologies qui vont être utilisées ici par monsieur et madame tout le monde. Ça fait partie des innovations Est-ce que l'heure. l'efficacité des panneaux solaires va être bien meilleure dans l'avenir? Parce que je vois que l'envergure de votre avion est considérable. Est-ce que ça va pouvoir permettre de diminuer l'envergure de l'appareil parce que les panneaux seraient plus efficaces? Alors, pas vraiment. Il faut savoir que le rendement théorique maximum du silicium, on est à environ 28%. On est aujourd'hui à 25%. Donc, on voit qu'on est proche du maximum théorique. Et donc, même si on a des cellules aujourd'hui, par exemple, dans l'aérospatiale, on est quasiment à 40%. Mais même si ça fera toujours une différence dans l'ordre de 10% absolu. Donc, ça ne va jamais permettre de faire un avion de ligne, soyons honnêtes, solaire. Ça n'existera malheureusement jamais. Ce sera probablement plutôt des centrales solaires au sol qui produisent de l'hydrogène ou qui chargeront des batteries. Par exemple, sur le toit d'un hangar, on a fait un calcul que sur notre hangar, si on met des panneaux solaires, on capte assez d'énergie pour quasiment voler tous les jours pendant à peu près 2 heures. Et donc, pour terminer, quelle est la prochaine étape ? Prochaine étape, ce sera une surprise qu'on espère réaliser ici à Paris, si tout va bien. Je ne peux pas en dire plus. Cet été, on espère venir ici avec notre avion pour réaliser une première.
Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire alors? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à trouver bientôt? Si tout va bien, on sera ici avec Solar Stratos et puis on espère pouvoir voler à Paris cet été. Et la stratosphère alors, c'est La stratosphère, alors on espère, si tout va bien, cette année pouvoir commencer à faire des vols de haute altitude. L'année prochaine, battre le record absolu d'altitude. Donc aujourd'hui, c'est Solar Impulse, l'équipe de Bertrand Piccard et d'André Boschberg, 9900 mètres. Donc dépasser ces 9000 mètres, donc on serait l'avion électrique et solaire le plus haut. Et l'année d'après, 2023, si tout va bien, de voler en combinaison spatiale et de rejoindre la stratosphère. Merci à tous les trois, Xavier Titelman, Jean-Louis Barou et Raphaël Donjean, d'être venus nous éclairer sur la situation du secteur aérien et ses perspectives d'avenir. Et merci à vous qui nous regardez. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Pour tout vous dire.